Bon, je suis ravi de te retrouver dans ce stage. Et donc cette année, tu as écrit un nouveau livre qui s'appelle Commentaires sur la méditation. Hein, Oui. voilà. Et qui parle surtout de Tenzin Palmo, quoi, de son enseignement. Oui, c'est ça. En fait, j'ai réuni des textes de Tenzin Palmo, j'ai fait une présentation. Voilà. C'est ça, d'accord. Et il y avait un autre livre qui était paru sur elle avant. Oui, en 2015, aux éditions Le Courrier du Livre. Et c'est la traduction d'un livre de 2002 qui pendant longtemps était le livre principal de Tenzin Palmo, Reflections on a Mountain Lake, et Réflexions sur un lac de montagne. Et là, Marc de Smet, bon, pour l'édition française, a mis la vie quotidienne comme pratique méditative. Ouais. Voilà, donc. Et ça, c'était un entretien avec quelqu'un ou c'est elle qui a écrit C'est des conférences qu'elle a réunies, conférences. organisées, structurées, et donc c'est un enseignement très complet sur le bouddhisme et le bouddhisme tibétain. Ouais, ouais. Pourquoi faire notre livre? Qu'est-ce qu'est l'apport, quelle est la différence entre les deux livres? Oui, ça c'est m'intéresse. ça. Donc le second livre, c'est des séminaires plus récents. Et au fait, bien que là, on ait mis comme titre la vie quotidienne comme pratique méditative, Ouais. elle n'avait pas d'enseignement très direct et concentré sur la vie quotidienne. Et il y a des séries de textes médiévaux qu'on appelle le Lojong. Lojong, ça veut dire changer l'attitude de l'esprit. Et donc la grande idée, c'est qu'on n'a pas à changer notre vie quotidienne, mais on a changé notre attitude d'esprit dans la vie quotidienne. Et donc ça, c'est très encourageant pour ceux qui, comme la plupart des gens, vivent dans le monde. Et du coup, elle a fait 2 séminaires importants là-dessus au printemps 2016 à Dharamsala, l'un Dharamsala et l'autre à Bir, c'est un autre endroit tibétain et un centre interreligieux pour les religions de l'Inde, du Dharma, jaïnisme, bouddhisme et hindouisme. Et donc elle a fait ces 2 séminaires coup sur coup, je les ai pris en note, je les ai donnés à Marc de Smet et donc ça a pris un peu de temps, mais finalement on a sorti ce livre. Et alors en plus, j'avais fait une 30aine de pages sur Tenzin Palmo. Et dans un question 2 sur la méditation, c'était peut-être vers 2016, donc on a repris cette 30aine de pages pour ce livre-là. Et on a traduit aussi des textes qu'on peut trouver en anglais sur l'internet, ces commentaires des 37 vœux de Bodhisattva, donc c'est peut-être un texte d'une 40aine de pages où elle reprend des points importants et elle en développe d'autres. Voilà, donc celui qui est paru, Jacques Vide, Rencontrer Tenzin Palmo, c'est plus récent. Oui, c'est paru le 9 juillet 2019 en librairie. Et donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, puisque toi, tu as rencontré quand même beaucoup de maîtres, on dirait que tu as fait le globe-trotter des maîtres spirituels, et Tenzin Palmo, on a l'impression qu'elle t'a vraiment marqué. D'ailleurs même, j'ai l'impression que ton enseignement, ce que tu transmets dans les pratiques méditatives, cette année, des choses nouvelles que je n'avais pas vues l'an dernier. Oui, mais oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses nous dire ce que ça t'a apporté, en fait. Qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans ta sadhana, dans ta pratique à toi, l'enseignement de Tenzin Palmo. Donc, j'ai été pendant 25 ans avec Swami Vijayananda. C'était un ancien médecin français qui est devenu disciple de Mahananda Mahi. Et il a passé 60 ans en Inde et son orientation principale c'était le Vedanta et le yoga. Il avait beaucoup de bhakti, de dévotion pour Mahananda Mahi, mais enfin quand même sa base de pratique c'était le Vedanta et le yoga. Et donc il a eu un itinéraire parallèle à Tenzin Palmo avant elle. Et donc il a passé aussi 18 ans dans l'Himalaya de solitude ou 3/4 de solitude avec des toutes petites communautés comme Tenzin Palmo. Et ils se connaissaient et la première fois que j'ai rencontré Tenzin Palmo c'était 6 mois avant la mort de mon maître. Il a quitté son corps comme on dit en Inde à l'âge de 95 ans et 6 mois avant il y a Tenzin Palmo qui est passée par là. Elle venait acheter une statue du Bouddha pour à Hardware où on fabrique des statues, des belles statues. Donc elle en avait commandé une du Bouddha à Hardware et on en a profité
pour voir Vidyalanda. Elle savait aussi que sans doute elle ne le reverrait pas parce qu'il avait déjà 95 ans. Et donc il y a eu un entretien qui était fort. Et donc Swami Vidyalanda, il touchait très peu les gens, c'est les règles des moines hindous, mais à la fin de sa vie, il prenait de temps en temps les gens 1 ou 2 minutes dans la main, mais rarement plus. Et là, ils sont restés 3/4 d'heure la main dans la main. Donc c'était touchant de voir les ermites de l'Himalaya, les grands solitaires qui sont restés 3/4 d'heure la main dans la main. Et après le décès de Vidyalanda, je me suis dit, c'est bien quand même d'avoir quelqu'un qui peut un peu corriger le tir quand on fait sa sadhana, ou même dans son rapport avec le monde, rapport à l'enseignement. Hein. En psychothérapie, on dirait avoir un superviseur. Et donc, je vais la voir de temps en temps, et je parle des sujets qui me préoccupent, et voilà, donc ça peut être des sujets très variés, mais elle m'éclaire sur ces points-là régulièrement. Et du coup, tu as été. Les séminaires, c'est beaucoup d'enseignement, il y a aussi de la pratique dans les séminaires, elle vous fait méditer? Alors, non, hein, c'est uniquement, on est censé avoir médité par ailleurs et continuer à méditer par ailleurs. Et elle donne des explications sur des textes. C'est le système tibétain. Hein, c'est pas la méditation guidée. C'est pas non plus rester la bouche ouverte en disant comme on aime le gourou. C'est pas non plus faire des chants comme dans beaucoup de religions. Où là, on prend un texte et on le commente. Et dans le bouddhisme, on a une psychologie spirituelle qui est vraiment au centre des choses. Alors que dans les voies théistes, la dévotion est au centre des choses. Et la psychologie spirituelle, elle existe, hein, ils ont leur compréhension de l'esprit par rapport à Dieu, etc. Mais on sent que c'est quand même pas le centre de la chose. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que, non seulement psychiatre, mais être sujet moderne, c'est de comprendre, et donc cette psychologie bouddhiste où on comprend les choses de A à Z, sans mystère par derrière, sans deus ex machina, comme on dit en latin, de Dieu qui tire les ficelles par derrière. Pour moi, c'était important. Et donc, c'est pour ça que je suis content d'être dans ce type de voie. Alors donc il y a des liens entre l'hindouisme et le bouddhisme tibétain déjà de fond, parce que le bouddhisme tibétain est très influencé par Nagarjuna, et le Vedanta de l'Inde aussi. Nagarjuna a vécu au 1er siècle, Shankaracharya au 7e, 8e. Donc Shankaracharya a repris pas mal de choses de Nagarjuna, la non-dualité, donc ça fait un lien. Nagarjuna avait lui-même repris des choses des Upanishads, donc ça fait des liens profonds. Et puis aussi il y a le tantrisme donc, qui existe en Inde et dans le bouddhisme tibétain, et ce tantrisme c'est aussi quelque chose on peut dire de commun, hein. Ils ont les mêmes dieux, de temps en temps il y a des petites variantes, mais on sent bien que c'est le même enseignement à la base, que ce soit à l'époque médiévale ou actuellement à Katmandou. Il y a des gens qui ne sont pas pressés de se dire hindou ou bouddhiste. Et le Bouddha, a priori, était un sage de l'Inde. Il me proposait une voie de libération, bon, avec certaines spécificités, mais c'était dans le contexte de l'Inde. Et donc, à l'époque, on ne parlait pas d'hindou ou de bouddhiste. C'était juste un sage qui proposait une voie de libération, et tout en respectant les brahmines, mais en disant qu'il fallait comprendre que le vrai brahmine, c'était celui qui suivait les qualités des brahmines, c'est pas celui qui était juste des brahmines. Donc, il faisait ce genre de raisonnement qu'ont fait d'autres sages de l'Inde hindoue aussi. Alors, le plus grand titre, c'est pas le titre de Geshe. Hein. Les Geshe, c'est les docteurs en sciences bouddhistes qui étudient pendant 18-20 ans pour avoir ce titre. Elle, c'est plutôt le côté pratique, donc yogini. Et donc, elle a eu ce titre, effectivement, de Jetsunma, qui est très rarement donné aux femmes. Donc, elle dit clairement qu'elle a accepté, non pas par ego personnel, mais pour encourager les autres femmes, en disant, effectivement, on peut arriver à ce niveau-là et avoir ce niveau de reconnaissance dans la culture tibétaine. Mais du fait qu'elles sont anglaises, du coup, ça fait qu'elle a une portée plus internationale, tu penses, ou pas? Oui, parce que beaucoup de pratiquants bouddhistes occidentaux se reconnaissent en elle. Et récemment encore, j'ai eu des témoignages d'une jeune Polonaise qui est déjà depuis 7 ans en retraite tibétaine. Et quand je lui ai envoyé le livre, elle m'a dit, on est content d'avoir une occidentale qui explique les choses. Quand j'ai donné des cours de méditation, j'ai commencé donc cette année, et ben, à un moment donné, je parlais de spiritualité laïque, tu veux arriver là. Je me suis posé une question, je me dis, bon, c'est peut-être paradoxal,
Mais j'ai trouvé ça authentique, si tu veux. Pour moi, c'était Oui, vrai. et il faut dire, si le mot laïque fait peur, parce qu'effectivement, la laïcité, c'est aussi un mouvement qui a été mêlé à la violence. Hein. Staline et Mao Tse-tung étaient des laïcs et ils ont détruit beaucoup de choses à cause de ça. Ils ont aussi leur lot, ouais. Oui, oui, plus que d'autres. Mais donc, on peut parler peut-être de spiritualité pour tous ou de méditation pour tous, voilà, quelle que soit la croyance. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est très fort, là, je suis en train de comprendre, parce que moi je connais pas bien le bouddhisme, je me suis intéressé à la méditation, et forcément le bouddhisme, si on s'intéresse à la méditation, c'est sûr, on n'y échappe pas, et ce que je comprends en t'écoutant, c'est qu'il y a il y a une étude de la psyché humaine et du mental et de comment gérer l'humain, quoi. Hein, comment Et faire c'est toute la notion de la science à la première personne. Hein. Ouais. Quand on sait s'y prendre en méditation et qu'on suit aussi l'expérience des générations passées, à ce moment-là, on développe une grande objectivité vis-à-vis de soi-même. Et donc, on peut parler de science à la première personne, où il y a à la fois le sujet et l'objet, alors que dans la science habituelle, l'objet est extérieur. Bon, ben alors, c'est reparti pour la recherche intérieure, quoi. Tout à fait, hein, tout à fait. Et c'est une recherche qui est scientifique. On peut dire que toutes ces pratiques de méditation et de yoga, ce sont des sciences parce que quand on fait les mêmes expériences dans les mêmes conditions, on obtient les mêmes résultats. Ah oui, c'est ça. Ouais, bon ben, en route alors. Merci Jacques. Merci. Et à l'année prochaine alors. Hein. À l'année prochaine. Peut-être un nouveau livre. Oui. On verra. Merci.